Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle émission de BX Foot, on s'attardera sur le début de saison compliqué du FC Kosova qui disputait déjà un match capital le week-end dernier. Et en deuxième partie d'émission, David Dupont me rejoindra ici même en plateau pour revenir avec moi sur l'actualité footballistique de ces derniers jours. Et pour nous parler du début de saison compliqué du FC Kosova, on accueille en plateau l'un des joueurs de l'équipe première, Vincent Georges, et son manager, le manager de l'équipe, Afrim Kass. Bonjour à tous les deux, merci de prendre vos responsabilités et de venir sur le plateau de BX Foot. Alors Afrim, première chose, qu'est-ce qui se passe du côté du Kosova ? On va dire que c'est un début un peu compliqué, qui sont dus à plusieurs raisons. Notamment, l'année dernière, donc on est monté de P1 en D3 amateur. Et on a dû jouer le dernier match du tour final fin mai, ce qui nous a donné un petit retard dans le recrutement. Donc on a perdu un mois, on ne savait pas si on restait en P1 ou on montait. Et la deuxième raison de ce début de championnat compliqué, c'est qu'on a commencé la préparation et on a eu une kyrielle de blessés. Pas mal de blessés. Hein. Ouais, 7 blessés, dont notamment la charnière centrale, donc on va dire une grosse partie de la défense. C'est vrai que, vous l'avez dit, c'est un début de saison compliqué, délicat. Vincent, 4 défaites, 1 partage avant la 6e journée du week-end dernier. Vincent, vous qui êtes dans le vestiaire, comment est-ce que le groupe vit ces mauvais résultats ? On est un peu frustré dans le sens où comme le manager l'a dit, on a eu des difficultés dans la préparation à cause des blessés. Mais on est frustré parce qu'on sent qu'il y a moyen de mieux faire. Il y a plusieurs matchs où on aurait pu prendre plus de points et on sent qu'on n'est pas à notre place au classement. Afrim l'a dit, vous êtes monté d'une division. Alors est-ce qu'il y a une vraie différence entre les championnats provinciaux et nationaux ? Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même C'est quoi alors la principale ou les plus grosses différences ? Je pense que c'est l'efficacité, que ce soit défensive ou offensive. Il ne faut pas 36 occasions pour marquer et derrière, on reçoit beaucoup moins de cadeaux de la part de l'adversaire. Ce week-end, vous affrontiez l'Union Saint-Guilain-Tertre-Autrage, qui n'avait elle aussi toujours pas gagné le moindre match. Alors Vincent, sans dévoiler le résultat de cette partie qui était ultra importante, est-ce qu'il y avait un petit peu de pression au sein du groupe ? Il y avait un peu de pression parce que tout le monde était au courant du classement. Après, on sait que la saison est longue, il reste encore 24 matchs. Donc il y a une pression sans vraiment en avoir une parce qu'on sait qu'on a encore le temps de rattraper notre retard. Eh bien, je vous propose de voir le résumé de cette rencontre, un compte-rendu, un sujet réalisé par Élodie Fourneau. Ce dimanche, le FC Kosova jouait à domicile contre l'Union Saint-Guilain-Tertre-Outrage. Après un début de saison difficile, le FC qui fait son entrée cette année en 3e division n'a pas encore gagné un seul match. Ça ne sera pas le cas non plus aujourd'hui, mais il remonte au classement en finissant la rencontre avec 2 partout. Retour sur le match. Aujourd'hui, c'était compliqué. On a joué contre une bonne équipe. On a fait quelques erreurs qui nous ont coûté peut-être les buts, dont des erreurs de placement et des erreurs d'inattention. Et on a aussi raté pas mal d'occasions plutôt. Mais c'est le football et il faut continuer à travailler pour que la prochaine fois on fera mieux. Le jeu est assez ouvert des deux côtés. L'Union Saint-Guilain mène en offensive, mais sans être dangereuse, tout au long de la première mi-temps en tout cas. À la seconde mi-temps, grâce au corner, l'Union Saint-Guilain marque son premier but, puis un deuxième à la suite de fautes du côté du FC Kosova. Dur pour un début de seconde mi-temps, mais le FC Kosova s'accroche.
Pour revenir 20 minutes avant la fin avec un premier but, puis un second une dizaine de minutes plus tard. C'était un match assez ouvert. Il y avait pas mal d'espace des deux côtés. Je pense qu'on a vu pas mal d'occasions des deux côtés aussi. Il y a eu 4 buts, donc ça prouve qu'il y a eu pas mal d'occasions. Mais voilà, après, comme j'ai dit, nous, on a encaissé des buts pas individuels, mais des erreurs de placement ou d'inattention. Et voilà, c'est ce qui nous a fait défaut. Et offensivement, voilà, on a marqué 2 buts, mais on aurait pu en marquer 4 ou 5 si on n'avait pas fait défaut à la finition, tout simplement. De partout, le FC Kosova marque avec ce match une nouvelle assurance, installe de nouveaux réflexes en attendant la suite. Afrim, avant cette rencontre, la capitale titrait qu'il y avait une occasion en or avant d'affronter cette équipe. Mais cette occasion en or, elle est manquée, on peut le dire, non ? Elle est manquée. Disons que c'est notre troisième match à domicile, donc depuis le début de saison. Donc on a rencontré Wavre, Buzet et hier c'était donc Terre-Tautrage. Moi je pense dans l'ensemble des 3 matchs, on mérite plus de points que ça. Donc moi je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps. Donc on découvre le niveau. Mais là il y a des regrets, il ne faut pas se le cacher. Bien sûr. J'imagine. On n'était pas heureux hier. Hein. Je pense qu'avec un peu de réussite, on doit gagner ce match. C'est ce que Nabil d'ailleurs le disait dans le sujet d'Elodie. Vincent, c'est vrai qu'il y a du bon à retirer malgré tout, parce que vous sortez d'une bonne prestation face à Brennois. J'en ai parlé avec certains dirigeants du Kosova. Et ici, finalement, vous avez aussi montré du caractère. Alors, est-ce que c'est sur ces bases-là qu'il faut travailler pour justement entamer, ou en tout cas poursuivre la saison plus sereinement ? Ouais, je pense que niveau caractère, niveau mentalité, on n'a pas grand-chose à se reprocher depuis le début de la saison. On a fait des bons matchs contre des bonnes équipes. Vous avez dit contre Brennes, on a aussi joué contre Hatt où on fait un bon match. Donc je pense qu'il y a du positif et ça peut aller qu'en s'améliorant. On écoute maintenant les propos de votre entraîneur Nasser Ouertani qui, vous allez l'entendre, évoque les mêmes problèmes que vous, à savoir les soucis de blessures qui minent le début de son équipe. Elle est catastrophique. Commencer par la préparation qui n'était pas bonne et on a perdu beaucoup de joueurs sur blessures de longue date. Même il y en a qu'on ne pouvait pas récupérer tout au long de l'année. Alors on a commencé la saison avec ça, avec 8-9 joueurs qui étaient blessés. Et c'est maintenant qu'on commence à récupérer l'un ou l'autre joueur. Il nous reste encore 2 joueurs à récupérer, mais ces 2 joueurs, il leur faut Mais c'est les joueurs qu'on a déjà récupérés, il leur faut du rythme, il leur faut des matchs dans les jambes pour pouvoir s'exprimer à 100%. Maintenant, je suis content de leur prestation malgré le manque de rythme. Mais ça va venir une fois qu'on est au complet, logiquement. Mais il faut qu'on travaille parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas su travailler vu que les joueurs ne sont pas là, quoi. Afrim, est-ce que c'est possible de tenter de s'inspirer de certains autres clubs bruxellois dans votre division ? Je pense notamment à Jet, qui occupe le siège de leader actuellement grâce à son succès face à Hagansoren le week-end dernier. Est-ce que vous êtes intéressé de s'inspirer de leur manière de fonctionner, des clubs qui ont un petit peu plus d'expérience aussi à ce niveau-là ? C'est ça, mais Jet sont montés l'année d'avant. Donc je crois qu'ils ont eu aussi du mal la saison passée. Ils ont fini par se sauver en fin de saison. Et ouais, pourquoi pas. Donc ça vous met aussi en confiance. On découvre, on apprend tous les jours. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît un petit peu le football. On ne connaît peut-être pas ce niveau-là. Bon, on sait nos points faibles et ce qu'on doit faire. Mais bon, moi, je reste confiant avec le groupe, le staff. Je ne crois pas qu'il y a raison de s'alarmer, de voir que
que les mauvais côtés, quoi. Ouais, vous n'avez pas l'air inquiet, c'est vrai. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps et les choses rentreront dans l'ordre, je l'espère en tout cas. Eh ben, elles ont intérêt à rentrer dans l'ordre déjà dès le week-end prochain, hein, avec un déplacement pas facile hein, du côté de Mons, Vincent. Ouais, on sait, c'est un déplacement qui est compliqué. Quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a rien à perdre parce qu'eux, ils veulent jouer la tête, nous, on est mal embarqués, donc on va aller, je pense, libérer et on va essayer de ramener au moins un point de là-bas. Eh bien, merci, messieurs, d'être venus en plateau pour nous parler de votre début de saison. On vous souhaite évidemment un maximum de réussite pour la suite. On suivra avec beaucoup d'attention les résultats du FC Kosova Schaerbeek. Et pour clôturer notre chapitre sur le Kosova, on laisse maintenant la parole aux supporters du club. Des réactions toujours prises au micro d'Élodie Fourneau. Écoutez, on a très mal commencé. On a un très bon effectif. On a eu beaucoup de blessés en début de saison. Donc les joueurs commencent à revenir petit à petit. Donc on espère mieux continuer par la suite. C'est une saison, on va dire, un peu difficile. Voilà, ils ont un peu mal commencé. Mais on espère que c'est une équipe qui a beaucoup de caractère. C'est une équipe qui est combattant. Et voilà, les joueurs sont très motivés. Dommage, la victoire n'est pas encore là. Mais on espère que la victoire va bientôt venir et qu'ils vont s'imposer. Voilà, quoi. On a changé nos invités. C'est David Dupont. Bienvenue sur ce nouveau plateau. Je crois que c'est la première fois que... Oui, tout à fait. C'est la première fois. C'est voilà. Magnifique réalisation. C'est cool. Alors, on profite de votre présence, David, aujourd'hui, pour peut-être nous donner alors votre avis aussi sur ce début de saison délicat du FC Kosova. On l'a dit et redit. Oui, effectivement, mais le problème, c'est que la transition en général entre le football provincial et le football national n'est pas toujours facile à gérer. Stockel avait vécu un petit peu le même problème la saison dernière, avec malheureusement pour les joueurs de Woluwe Saint-Pierre, la relégation en fin de saison. On espère que le Kosova ne vivra pas pareil. L'avantage aussi à ce niveau-là, c'est qu'on peut toujours éventuellement se renforcer au mercato d'hiver si on voit que les choses ne tournent pas. Je pense que d'un autre côté, Kosova a montré tout au long de la saison dernière en P1 qu'il y avait des ressources mentales. Ils ont été chercher leur promotion au terme d'un tour final exceptionnel. Je crois qu'il va y avoir une réaction. Ok, eh bien on l'a dit dans le sommaire, on vous accueille aussi pour parcourir un petit peu l'actualité footballistique de ces derniers jours. Et on poursuit avec une actualité beaucoup moins réjouissante, et puisqu'on va évoquer le décès du journaliste Jacques Hansen. Voilà, on voulait lui rendre un dernier hommage. Bah oui, un hommage parce que Jacques, c'était un ami, enfin c'est l'ami de tout le monde. Il connaissait tout le monde dans le football bruxellois. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu le bonheur de pouvoir travailler pendant des années. On a d'abord été collègues, puis j'étais son chef de rédaction. C'est quelqu'un qui traduisait par le biais de sa plume sa passion pour le football et il l'écrivait avec autant de professionnalisme, que ce soit pour le foot provincial, que ce soit des équipes telles que Nege-Manneke au début de sa carrière, la Ruza, Schaerbeek, enfin peu importe, il était connu partout. Et voilà, je voulais lui rendre un hommage parce que c'est quelqu'un de profondément bon et de gentil qui s'en est allé. Et on pense évidemment à ses proches et à sa famille. On change complètement encore de thématique, histoire de retrouver un petit peu le sourire. On va parler maintenant de la qualification de Rebec en 16e de finale de Coupe de Belgique. Rebec qui s'est imposé 0-1 du côté du Jan Bredel mardi dernier, si je ne m'abuse. Quelle belle histoire, franchement. Ah bah c'est une histoire magnifique, évidemment, c'est un peu le rêve de tout le monde. En France, on a un peu l'habitude que ça arrive. C'est ce que j'allais vous dire, c'est vrai, en Angleterre et en France, ça arrive régulièrement qu'un petit pousset vienne croquer le gros. C'est la magie de la coupe. Mais alors, est-ce que ça veut dire que Rebec peut encore espérer passer un nouveau palier ? Ouais, je pense que quand on élimine le cercle Bruges, alors je suis d'accord que le cercle est malade pour l'instant en D1, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas avoir froid aux yeux, on peut se dire que la magie va se prolonger et que tout est bien. Bien justement, David, on a découvert une vidéo assez sympa sur le compte Facebook de Rebec où les joueurs découvrent leur prochain adversaire en Coupe de Belgique. Ce sera le Standard de Liège. Je vous propose justement de regarder cette vidéo et de voir la réaction du groupe de Rebec. Standard de Liège. US Rebec. Ça veut tout dire. Effectivement, je veux dire, une équipe comme Rebec, là-dedans, il y a des mecs qui n'ont peut-être jamais joué devant plus de 200 personnes et ils vont se retrouver à Sclessin dans une ambiance probablement de feu. Vous le savez aussi bien que moi, ça va être génial. Mais ça va être compliqué.
Franchement, face au Standard, parce qu'on parlait justement des petits qui affrontaient les gros et qui espèrent évidemment atteindre la finale et pourquoi pas plus. Face au Standard, ça risque quand même d'être compliqué. C'est l'une des équipes en forme en Pro League. Effectivement, mais d'un autre côté, le Standard joue sur plusieurs tableaux. Ils sont encore actifs. Ils se déplacent à Arsenal en cours de semaine. Qui dit que Michel Prudhomme ne va pas faire tourner son effectif à ce moment-là. Peut-être un petit peu snobé la coupe, pourquoi tout pas. Est ça possible. serait peut-être la chance de Rebec, c'est tout ce qu'on leur souhaite évidemment. Parlons de l'Union maintenant, demi-finaliste la saison dernière. Et l'Union a tout en main pour passer justement en 8e de finale de cette Coupe de Belgique parce qu'ils affronteront un autre membre de D1B, c'est Westerlo. Alors bis repetita pour l'Union. J'imagine l'Union est en train de prouver qu'on peut continuer sur la durée puisque leur début de saison en D1B est absolument excellent. Une victoire ce week-end contre Virton. Il faut quand même reconnaître qu'au départ, le projet du nouveau président anglais était un petit peu mitigé. Reste que les transferts qu'il fait, les trouvailles, les joueurs qu'il amène, c'est une réussite totale. Un petit grief néanmoins. Ça arrive souvent quand des clubs sont repris comme ça, il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes bruxellois. Et ça, c'est vrai, vous avez raison de le signaler, mais en même temps, tout va bien aussi en championnat. Parce qu'on parlait de leur niveau en coupe, tout va bien en championnat. Une 2e place, une victoire ce week-end face à Virton. Et dans un championnat hyper concurrentiel, on l'a dit. En plus, ils ont perdu des joueurs comme Selemani et Persito durant l'été. Alors, est-ce que c'est l'année de l'Union? Est-ce qu'ils vont monter, retrouver la D1? Je l'espère, déjà avec les problèmes du Football Gate, etc. On avait espéré qu'une place se libère en D1 pour l'Union. Au play-off l'année dernière, ils ont prouvé qu'ils n'avaient absolument rien à envier à certains pensionnaires de D1. Et puis il y a encore des bonnes pioches. Je veux dire, Nielsen, le demi-défensif, la Scandinave, est vraiment un joueur brillant. La réussite de Persito la saison dernière et son transfert à Bruges prouve qu'il y a des joueurs inconnus qui peuvent réussir brillamment. On espère que l'Union puisse retrouver la D1A rapidement. Bon on enchaîne avec notre dernier chapitre déjà pour clôturer cette émission, avec le RWDM qui lui aussi s'est imposé ce week-end. Enfin, on a envie de dire, c'était face à Heist, une victoire 2-0 qui fait évidemment beaucoup de bien aux joueurs, mais aussi aux supporters qui ont d'ailleurs communié après cette victoire. On voit les images en ce moment, mais ça ne nous empêche pas, David, de commenter peut-être cette victoire face à Heist. Oui, il faut dire que le début de saison du RWDM n'est pas à la hauteur des espérances, c'est le moins qu'on puisse dire. Molenbeek, je pense, avait gagné au Liers il y a quelques semaines de ça. Ils attendaient quand même un succès rapidement parce qu'on ne peut pas perdre trop de temps. Ici, c'est une victoire qui est cruciale. Ça marque peut-être un tournant aussi pour Fred Van der Biest. C'est un vrai meneur d'hommes. Peut-être qu'il a eu Qu'est-ce qui coince alors du côté du RWDM? Parce qu'on a l'impression que tous les ingrédients étaient mis pour bien entamer cette saison. Et finalement, ce n'est pas le cas alors. Effectivement, déjà, c'est étonnant que ça n'ait plus fonctionné avec Drazen Brencic qui gérait ce groupe d'une main de maître depuis quelques années. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas peut-être, je ne sais pas, trop de concurrence, trop de joueurs, trop de pression? Tout est possible parce que aussi la pression des supporters au RWDM, c'est quand même un club à part en D1 amateur. On sait aussi que Thierry Dailly attend beaucoup de son groupe. Je pense que le RWDM va quand même finir par émerger et puis là c'est aussi un petit peu le cœur qui parle. Moi je suis convaincu que ce groupe avait peut-être besoin de poigne, peut-être encore plus que Drazen Brencic n'en avait. Pourtant c'était vraiment il était reconnu pour être assez dur. Ici Fred Van der Biest va à mon avis donner quelques coups de fouet et j'espère que ça va fonctionner. Vous parliez des supporters et c'est vrai qu'il y a aussi une opportunité de pouvoir enchaîner dès le week-end prochain parce que ce sera le RFC Liège qui est très mal en point aussi dans cette série. Et ça, c'est un match ultra important aussi pour les supporters. On connaît évidemment la rivalité entre Bruxelles et Liège. Oui, clairement. Il y a une rivalité. Après, c'est des supporters aussi qui aiment se mettre, qui aiment se faire entendre. Ils aiment bien un peu se taquiner. Bien sûr, cette bonne guerre. On va dire ça gentiment. Tant que ça reste correct, cette bonne guerre. Effectivement. Et puis, ce qui est aussi important dans le cas du RWDM, c'est que le premier n'est pas si loin. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de matchs au championnat, mais le premier n'a pas réussi un sans faute. Je pense qu'il y a 6 points d'écart entre le premier et Molenbeek. Franchement, sur une saison aussi longue, c'est une autoroute devant eux. Eh bien, merci beaucoup, David, pour ce tête-à-tête, ce premier tête-à-tête de la saison. Merci d'avoir parcouru cette actualité footballistique en ma compagnie. C'est ici que cette émission touche à sa fin. Lundi prochain, ce sera Ilias Mekiat aux commandes de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.